Donc, ce que je prévois de vous présenter, ça va être un aperçu de .NET Core 3 et d'ASP.NET Core 3. Il y a un truc en particulier à savoir, c'est que ça, c'est pas disponible avec Visual Studio 2019. Donc, ce soir, on célèbre la sortie de Visual Studio 2019, mais en fait, .NET Core 3 et ASP.NET Core 3 sortiront durant le second semestre de cette année. C'est en tout cas la seule date qu'on nous a donnée. Sachant que Microsoft s'est engagé à nous donner une date précise à la build qui aura lieu dans un mois. Donc le sujet est assez vaste. J'aurai pas le temps de tout présenter. Donc on va aller assez vite et il y a plein de choses qu'on va rater. Mais ce sera un petit aperçu probablement, enfin, pour essayer de vous donner envie et puis que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre. C'est bon, je peux commencer? Allez. Euh, 10 minutes, ouais. .NET Core 3. Donc du coup, il y a une des annonces qui a fait beaucoup pas mal de bruit. C'est le support de WPF, Windows Forms et les UWP XAML sur .NET Core 3. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir des nouveaux projets, enfin des nouvelles des implémentations qui ont été forquées, qui sont disponibles du coup sur GitHub et qui sont compilés en .NET Core 3 et qui vont tourner en .NET Core 3. L'idée derrière, j'imagine, c'est de favoriser l'adhésion, enfin la migration vers .NET Core pour des gens qui n'avaient pas la possibilité de le faire s'ils faisaient des clients riches. Donc, en plus de ça, forcément, les utilisateurs vont avoir accès, les développeurs vont avoir accès à pas mal de nouvelles API, des performances qui seront a priori bien meilleures. Le fait que ce soit open source, ça veut dire une facilité à découvrir ce code source si on s'y intéresse. La possibilité de déclarer des problèmes, hein, de mettre des issues dans GitHub, de voir à quelle cadence, enfin, voir comment ça avance et ça se règle, des cadences de release a priori qui seront beaucoup plus fréquentes, et aussi la possibilité évidemment de contribuer pour ceux qui ont envie de le faire. Donc tout ce que je viens de décrire n'a rien de nouveau, ça marche comme ça avec l'open source, mais pour le coup, quand on fait du Windows Forms et du WPF et que ça fait des années qu'on n'a quasi pas eu de nouveautés, c'est quand même une annonce qui fait du bien, qui rassure un petit peu. On n'aura probablement pas autant de nouveautés dans WPF, WinForms et compagnie qu'on en a aujourd'hui dans ASP.NET Core, c'est évident, mais ça va quand même permettre de régler certains problèmes et d'avancer un peu. Il y a un nouveau scénario du coup qui est maintenant, enfin qui sera possible avec .NET Core, ça va être le side-by-side et l'app local deployment, c'est la même chose, c'est de se dire que, étant donné qu'on peut faire des applications qui sont livrées directement avec la version de .NET Core dans le même dossier, eh ben, on va pouvoir déployer des applications différentes qui se basent sur des versions différentes de .NET Core sans qu'elles partagent des librairies en commun. C'est le problème qu'on avait avant, puisque en .NET Framework, il n'y en a qu'une seule version majeure installée sur poste et on doit faire avec. Parfois, ça crée des conflits. On doit vérifier à chaque mise à jour du .NET Framework que toutes les applications qu'on utilise sur le poste soient compatibles. C'est assez compliqué. Là, par défaut, on aura juste à tester cette application. Elle n'aura pas de side effect sur celles qui sont déjà présentes. Microsoft nous promet une expérience de migration dans VS 2019. Donc vous devriez être capable de faire clic droit migrate sur vos vieux projets, enfin vieux ou récents, mais sur vos projets WPF, WinForms et UWP. C'est pas encore disponible, il n'y a rien de tout ça pour l'instant dans VS 2019, mais ça viendra. Euh, Évidemment, nouveau framework, nouveauté de langage. Donc C Sharp 8, F Sharp 4.6 et VB16. Tout ça, ça utilise en partie des nouveaux types qui ne sont présents que dans .NET Core 3. Donc Mitsoir reparlera, mais c'est pour ça qu'il y a des nouveautés C Sharp qui ne fonctionneront que en .NET Core. Et c'est aussi valable pour le .NET Standard 2.1, donc une nouvelle version mineure du
du .NET standard, ça ne va pas être implémenté par le .NET Framework, même dans ses versions futures, comme le 4.8. Pour l'instant, ça contient des scénarios quand même assez avancés, les spans, les buffers, des API et des types qui sont quand même pas très couramment utilisés par des développeurs classiques, on va dire. C'est plus pour ceux qui font des frameworks ou des choses un peu plus avancées. Et parce que ces nouvelles classes, ces nouvelles API ne sont pas disponibles dans .NET Framework, bah, ça ne sera pas implémenté. Pour autant, il prévoit d'implémenter .NET Standard 2.1, du coup forcément dans .NET Core, dans Mono, dans Unity et dans Xamarin. Donc tout cela vont continuer à avancer. .NET Framework, on sent qu'il faut s'en venir le fait qu'il va rester un peu derrière. Hop, mon écran est tout jaune. C'est parce qu'il fait nuit. Hop, je vais le désactiver. Hop. Donc, c'était tout. Très rapide, l'overview sur .NET Core 3. Il y a plein d'autres choses. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez pas mal de blog posts dessus. Et puis, ça va continuer à évoluer d'ici à ce que soit RTM. Concernant ASP.NET Core 3, il y a eu un gros travail de fait pour supprimer certaines dépendances directes, assainir, alléger un petit peu le framework, notamment pour ce qui est tout ce qui a trait au parsing JSON, sérialisation et désérialisation. Il prévoit de supprimer Newtonsoft JSON du framework par défaut. Okay, pourquoi faire ça? Parce que Newtonsoft JSON est utilisé déjà par plein de librairies et on a souvent des conflits de version avec, parce que telle librairie a besoin de telle version majeure, le .NET Framework en a besoin d'une autre. Ça peut parfois, c'est assez rare, mais ça peut quand même créer des conflits avec méthode not found, exception, des joyeusetés de ce type. En l'enlevant du framework, forcément, ils enlèvent une épine du pied à ceux qui l'utilisent. Le deuxième chose importante, en fait, c'est qu'ils veulent grandement améliorer la performance. En ASP.NET Core, ils font énormément de travail pour que ça soit plus rapide. Avoir un reader et un writer, donc un serializer, déserializer pour JSON qui soit performant, c'est extrêmement important pour eux. Et puis nous, on en bénéficie en faisant pas grand-chose. Il faut savoir que si jamais vous avez mis des options particulières sur la sérialisation, désérialisation dans vos contrôleurs, vos API et tout, et que vous voulez conserver en migrant en ASP.NET Core 3, il y a un mode de compatibilité. Donc c'est pas obligé d'utiliser la nouvelle version, vous pouvez rester sur l'ancienne, il n'y a pas de problème. Ils ont aussi supprimé Entity Framework Core par défaut. Ça ne veut pas dire que ça ne change pas, c'est juste que ASP.NET Core n'a plus une référence directe dessus, vous pourrez toujours installer avec le NuGet Package, donc soyez pas étonnés si par défaut il n'est pas là. Et aussi Roslyn, ils s'en servaient pour faire de la compilation au runtime, ce genre de truc, c'est pareil, ils vont le virer. Et ce sera de l'opt-in aussi avec des NuGet Package à côté. Il y a eu encore une fois, parce que ça arrive quasi à toutes les versions, des améliorations sur le routing et ils ont introduit la notion d'endpoint. L'idée, c'est que par défaut, en fait, depuis le début d'ASP.NET Core, vous avez deux mondes qui font un peu la même chose. C'est les middleware d'un côté et les filtres ASP.NET MVC de l'autre. On peut faire des choses dans l'un et des choses dans l'autre et pas l'inverse, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les deux. On se pose souvent la question de par exemple, si j'ai besoin d'implémenter des policy cores, je le fais où? Je le fais dans ASP.NET MVC, sachant que je peux le faire à cet endroit-là, ou est-ce que je le fais sous la forme d'un middleware? Si je le fais dans ASP.NET MVC, je vais pouvoir être assez précis, mettre des policies différentes sur chaque action et tout, ça va être super pratique. Si je le fais dans le middleware, c'est bien parce que je contrôle l'ordre dans lequel c'est exécuté et pour le coup, il passe partout donc, et assez tôt. Donc ça a aussi ses avantages. Ils ont essayé de résoudre ce problème-là en créant un nouveau concept qui s'appelle un endpoint. Donc on va déclarer une action, enfin vos actions MVC à l'intérieur en tant que endpoint dans le système de routing, et à un seul endroit, vous allez pouvoir appliquer vos policies.
Donc c'est vraiment pas mal. Ça manque encore un petit peu de fonctionnalité par défaut. Mais je trouve ça facilite quand même grandement les choses et des choix qu'on ne devrait pas avoir à faire. Hein. Corse, je veux Corse, je devrais avoir une façon de le faire et puis voilà. Bah, c'est vers ça qu'on tend, pour l'exemple. Il y a il prévoit aussi en fait d'implémenter la partie client et serveur de gRPC. Donc gRPC c'est un framework, c'est comme ça que Google le décrit, donc qui a été créé par Google pour faire du remote procedure call. Donc l'idée est simple, c'est de dire j'appelle une fonction qui se trouve ailleurs et je passe par le réseau. Okay, donc c'est pas nouveau les RPC, très clairement. Il y en a plein qui détestent. Le fait est que gRPC est en train de revenir, enfin le RPC avec cette techno est en train de revenir un petit peu. Et ce que nous promet Google, c'est une facilité à communiquer entre un client et un serveur. Le client pouvant être une API, évidemment, et le serveur également. Et de base, il y a pas mal de fonctionnalités. Ça gère le streaming client vers serveur, serveur vers client. Évidemment, les request response, le fire and forget. Pas mal de modes qui sont déjà présents de base. Pour le transport, ça utilise HTTP2. Et pour la sérialisation, c'est du protocol buffer, protobuf. Donc ce qu'a fait Microsoft, c'est que ils ont réécrit un client, déjà, pour commencer, parce qu'il y en avait déjà qui existaient, mais ils utilisaient en fait beaucoup de code natif, donc c'était loin d'être optimisé. Là, ils l'ont fait en full managé. Et en plus, ils ont intégré la partie serveur dans ASP.NET Core. Donc on peut déclarer des endpoints gRPC et également les consommer. Et l'idée derrière, c'est que ça soit évidemment interopérable, que si vous avez dans votre SI des applications en gRPC, vous allez pouvoir communiquer avec de manière transparente. Une question. Oui. Il n'y a pas un projet de Google aussi pour le connaître? Si, effectivement, mais c'est celui dont je parlais. C'est l'implémentation. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une implémentation C++, compilée, ils l'ont wrappé, ils font un peu d'interop et ça marche. Sauf que c'est loin d'être optimisé. On peut faire beaucoup mieux avec du managé de nos jours. Chose importante, ASP.NET Core 3 ne fonctionne qu'en .NET Core 3. Donc si vous avez des applications qui tournent sur du .NET Framework, donc en 2.1 ou 2.2, vous ne pourrez pas faire une migration en ASP.NET Core 3. C'est dommage, mais à un moment, il faut aller de l'avant. Le .NET Framework, on a du mal à le faire suivre. Je vais vous présenter un petit peu les Razor Components. Hop. 2 minutes. Je peux le faire. Pour ça, il ne faut jamais passer en dernier. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, vous ne le voyez pas, pardon. Hop. Il y a un peu de mal, hein. Je suis déjà en duplicate en plus. Ouais, attends. Bon, bah j'ai plus d'écran là. Donc ce que vous avez ici, c'est un projet ASP.NET Razor Components que j'ai créé et j'ai rien changé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement, hop, je fais F5, un front et un back. Donc un back en ASP.NET et un front en Razor Components. On va voir exactement comment ça se manipule. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un compteur, c'est les projets d'exemple classiques et un appel HTTP vers le back. Okay, donc visuellement, rien de très époustouflant. Ce qui va être intéressant, c'est que ici, dans la solution, on a un nouveau dossier qui s'appelle Components, qui contient les sous-dossiers, etc. Et on a des nouvelles extensions, ce sont les points Razor. Donc ça, ce sont des Razor Components. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Du Razor, assez classique. Et une petite particularité, c'est que le code ici, il est dans une zone de fonction. Ça n'a pas l'air complètement fou.
ce qui va nous intéresser, c'est comment ça va fonctionner. Je vais sortir hop, le F12 ici, je vais rafraîchir. Et ici, j'ai choisi les WebSockets. Hop, je vais cliquer là. Il ne me reste plus beaucoup de place. Non, c'est pas celui-là que je voulais enlever, c'est celui-là. Et ici, qu'est-ce que je remarque déjà, c'est que j'ai une connexion en WebSocket qui a été faite sur le serveur, donc c'est du signalaire. Et quand je clique sur Click Me, je vois des trames qui passent. C'est du binaire, donc on voit rien. Mais concrètement, ce qui va se passer, c'est que du côté du front, ça va faire un appel à mon back en utilisant ce WebSocket. Côté serveur, on va exécuter le code C# qui est écrit ici, puisque je me suis bindé via le onClick à cette méthode. Et du coup, je vais réévaluer l'HTML, puisque current count aura changé. Je vais détecter que l'HTML que j'ai côté back est différent de ce que l'utilisateur a côté front, et je vais lui pousser les mises à jour DOM. Et lui, il va ensuite se mettre à jour. C'est nouveau, intéressant. Donc en fait, Microsoft nous propose une nouvelle façon de faire du front, tout simplement. Faudra voir exactement comment c'est vieilli. Faudra voir un petit peu les edge cases. Aujourd'hui, on peut faire l'interop avec des vrais appels JavaScript. Comment on va vouloir faire quand on aura à la fois un peu de JavaScript et un peu de C# à faire. Ça en est encore à ses débuts, mais personnellement, je trouve l'approche plutôt intéressante. Donc du coup, c'est ce que je vous montrais là. Un back en ASP.NET Core, un front sur le browser et une connexion signalaire pour faire les communications. Un autre des projets qui est prévu, hop, je vais pouvoir repasser comme ça, j'ai plus de démo, c'est Blazor. Donc le principe, Blazor va se baser sur les Razor Components pour le hosting. Le principe va être similaire. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire le traitement sur le back, il va faire le traitement sur le front en WebAssembly. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont porté une version de Mono en WebAssembly, et du coup le C# que vous avez écrit dans Visual Studio va être directement exécuté dans le navigateur. C'est encore, c'est pas très sec, quelques megs à télécharger à chaque fois. Ça ne sera pas disponible avec ASP.NET Core 3.0. Donc c'est très prometteur, mais il va falloir attendre encore un peu pour s'en faire une vraie idée et le mettre à l'épreuve de la vraie vie. Enfin, un dernier truc que je voulais montrer, c'est .NET Core Workers. C'est quelque chose que je trouve assez sympathique. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir créer d'utiliser en fait l'infrastructure qui est généralement fournie quand on fait des applications ASP.NET Core dans des applications qui ne sont pas en ASP.NET Core. En l'occurrence, la plupart du temps, des applications console. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on utilise une classe qui s'appelle HostBuilder et on va pouvoir injecter de la configuration pour le host, pour l'appli, configurer le login, configurer notre conteneur d'inversion de contrôle. Et ensuite, on fait run async et automatiquement, faut encore configurer un runner, mais automatiquement, ça lance l'appli. Ça, c'est génial quand vous avez des web jobs, par exemple, que vous rattachez dans Azure à vos web apps. C'est super sympa aussi pour les services Windows, si vous en avez encore, puisque généralement, quand vous faites un service Windows, il y a un peu de complexité derrière. Donc, c'est quand même assez pratique d'avoir out of the box des choses qui fonctionnent, de retrouver ses habitudes en fait dans ASP.NET Core et surtout de réutiliser tous les NuGet packages qui vont autour. Et puis aussi, si vous faites des conteneurs et que vous avez besoin d'écouter des messages dans un bus, bah, ça c'est super pratique, c'est une console app, ça va être bloquant et vous allez avoir tout configuré par défaut. Okay. Donc les .NET Core Workers, ça exploite ce qu'on appelle les generic hosts. Il faut savoir que ça, on y a déjà accès en partie dans la dernière version des packages des web jobs. Moi, j'ai juste une question. Oui.
Tu sais si ça gère aussi les services système D pour Linux? Oui, c'est prévu. Ok. Je ne sais pas si pour l'instant c'est fait. En l'occurrence, les services Windows, c'est pareil, c'est de l'opt-in avec un NuGet package. Et effectivement, ils souhaitent le faire tourner aussi sur Linux en tant que système D.